l'étard, vétérinaire. Je vous téléphone, c'est moi qui suis en route pour chez vous. En fait, il est blanc. Hein, ses muqueuses sont très pâles. Donc il y a probablement une hémorragie. Hein. Là, le pronostic vital est en jeu. Je suis pas très optimiste. Regardez la langue, là, vous voyez? Il s'est pris une grosse décharge au niveau de la langue et la langue, il y a un début de nécrose et une brûlure de la langue. S'il arrive quelque chose à mon chien, c'est dramatique, c'est mon 5e enfant. Votre chien, là, il est vraiment arrivé à la fin de sa vie. Hein? Donc vous allez lui dire au revoir. Hein? C'est toujours triste de voir un animal partir, mais au moins il est parti sans souffrance, il est parti chez lui, il s'est rendu compte de rien. Il s'appelle Donald. En fait, il donne un coup de queue que je valise. Il est beau celui-là. Il y en a plus comme ça. Ouais, il pourrait les fesses. Parce que là, je mets pas les mains dedans là. Il n'a pas cette force, vu qu'il est trop lourd, il n'arrive pas à se porter tout seul. Donc il faut vraiment qu'on le masse pour qu'il gagne en force. Il faut qu'il y arrive, quoi, parce qu'il va s'épuiser aussi au bout d'un moment. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, elle respirait vraiment très mal. Sur le côté. Il va finir par se mutiler, il va finir par en mourir. Une vie animale ou une vie humaine, c'est bête à dire, mais franchement, je fais pas de différence, quoi. « 21h, dans le centre de Paris. Le docteur Marie-Christine Calais est vétérinaire. Elle vient d'être appelée en urgence. Marie-Christine fait partie d'une équipe de vétérinaires à domicile. Ils se déplacent dans les cas les plus délicats. Ce soir, elle va assister une chienne qui peine à mettre bas. Et pour les propriétaires, l'événement est particulièrement attendu. Voilà, alors moi, on en avait compté 6. Mais en fait, il y en a 5 qui sont nés. Il y en a un qui doit en cacher un autre, c'est comme les trains qui se croisent, mais... Ouais, c'est ça. Ah, Paul, c'est la 6e. Voilà. Tenez, vous avez Dès l'arrivée de la vétérinaire, un 6e petit chihuahua pointe son museau. 6 bébés, un record pour la maman. La moyenne serait plutôt une portée de 3 chiots. C'est bien occupé de ces bébés, non? Pour l'instant, ben non, on a dû les mettre dans le sac de voyage parce qu'elle refusait de les nourrir. Voilà, impeccable. En attendant que leur mère reprenne des forces, la vétérinaire improvise une petite couveuse pour réchauffer les bébés. Mais la famille est-elle au complet? Marie-Christine fait un dernier examen du ventre de la mère. Et là... Bah... il y en a encore. Il y en a encore? C'est effarant, ça. Incroyable. Oh, c'est quand même bizarre, ça. Non, il y en a... Une tête? Il y en a, ouais, il y en a un petit, là. Les dents, fait... Ouais, ça en fait 7, du coup. Pour lui donner la force de mettre bas ce 7e petit chihuahua, le docteur lui injecte un cocktail de vitamines. Bien travaillé. Hein. En cuisine, on lui prépare également une petite collation. C'est pour lui donner de l'énergie, parce qu'elle a bien travaillé. Mais un quart d'heure plus tard, toujours pas de 7e chihuahua. Non, en fin de compte, non. C'est l'utérus qui faisait une boule, là. Et là, il commence à se rétracter. Ah, donc c'est voilà, donc c'est bon. Dernier, bon. Voilà, non, c'est ce que je craignais. Je regarde quand même, parce que là, ça a bien diminué maintenant. Je vais débarrasser. Et tu apportes la bouillotte? Oui. Il est temps pour la mère des chiots de créer un lien avec sa petite famille qui peut maintenant passer à table. Voilà, ils ont déjà parti à téter. Le marron clair, c'est le dernier. Oui, c'est le petit dernier. Hein. Et le père est de quelle couleur? Le père, il est là. Voilà le père. Ouais. Les chihuahuas sont des animaux très fragiles, surtout quand ils sont épuisés par un nombre de bébés très inhabituel. Mais cette fois, tout s'est bien passé. La mère et ses 6 petits se portent bien. Ils ne pèsent encore que quelques dizaines de grammes, mais à ce rythme, ils devraient rapidement prendre des forces. Madame Docteur, merci beaucoup. Marie-Christine peut repartir, l'esprit tranquille. Bon, bah, bonne soirée. Merci hein, beaucoup. Puis, merci beaucoup de votre... Vous n'allez peut-être pas dormir tout de suite. Vous êtes déplacé en tout cas. Non, voilà. Les urgences vont s'enchaîner jusqu'au petit matin. En une nuit, le docteur Calais aura soigné la trachéite d'un chien,
la patte d'un chat cascadeur, les reflux gastriques d'un petit boxer et quelques autres petits bobos. Comme Marie-Christine, ils sont 17 000 vétérinaires en France. Pour la plupart, ils ont fait plus de 7 ans d'études pour exercer un métier qui était leur rêve d'enfant. Oh mon doudou. C'est une belle petite peluche, hein. Ils réalisent plus de 100 000 interventions chaque année. Leur job, sauver des vies et aussi rassurer des propriétaires passionnément attachés à leurs animaux. Scanner pour perroquet ou appareil de rééducation fait sur mesure pour un chien, les vétérinaires soignent avec des techniques toujours plus high-tech. Mais ils doivent également savoir faire face aux dangers quand il s'agit de soigner des animaux de la faune sauvage. Juste attention à la trompe, voilà. Voilà, juste ça. Donc restez un petit peu à distance avec la trompe. Quand on est vétérinaire, C'est rien, Maninou. il ne faut pas avoir peur d'aller au contact physique, Oh, petit bonhomme. de risquer morsures et coups de griffe. Ah, crapaud, hein. Qui sont-ils? Comment font-ils face à des propriétaires parfois désemparés? Nous les avons suivis partout en France, de jour comme de nuit, dans des cliniques high-tech ou des zoos. Du petit chien au crocodile affamé, ils sont confrontés à des situations très différentes, mais à chaque fois qu'ils interviennent, c'est toujours en urgence. Il est 20 h à Montrouge, en banlieue parisienne. Les cabinets vétérinaires sont fermés. Urgence vétérinaire à domicile, bonsoir. Tous les accidents ou blessures des animaux de Paris arrivent ici. Le problème, c'est que s'il avale un lacet, il vaudrait mieux qu'il soit consulté pour le faire vomir, en fait. C'est un charpet qui a 5 ans, qui a de la diarrhée avec des traces de sang. La spécialité de ce service d'urgence pour les animaux, pouvoir dépêcher un vétérinaire à domicile jusqu'à 100 km de Paris. Voilà, madame, ben, je vais vous envoyer un vétérinaire. À peine l'appel enregistré, le central contacte un des 10 vétérinaires de permanence sur le terrain. Hélène Létard est de garde près de Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne. Oui, docteur Létard, vétérinaire, je vous téléphone, c'est moi qui suis en route pour chez vous. Voilà, comment il va le chat là? Bah écoutez, il a beaucoup de mal à respirer, on l'a mis dans la cage. D'accord. Il s'en fait pas et j'ai vraiment l'impression qu'il a quelque chose à la gorge. D'accord, on va regarder tout ça, madame. Hein. À tout de suite, je suis là au plus vite, hein. À tout de suite. Après 20 ans de cabinet vétérinaire, Hélène a décidé de retourner sur le terrain, d'intervenir à domicile. C'est un chat de 4 ans, mâle. Il a du mal à respirer. Il semble déshydraté. Et, visiblement, les gens sont très inquiets. Le chat est au plus mal, a priori. Donc, on va voir sur place ce qu'il en est. Hein. La vétérinaire a du mal à trouver son chemin dans le quartier. Oui, désolé de vous redéranger. Il n'y a pas le numéro 30. Okay. Attendez. Les gentilhommes, il y a mon mari qui est sorti. Il a une chemise à carreaux bleu ciel. Alors, attendez. Au téléphone, la propriétaire est affolée. Là, je suis en panique. Non, vous inquiétez pas. Je vais remonter, madame, vous inquiétez pas. Je regarde. Arrivé sur place, avant même de voir l'animal, la première urgence, c'est de rassurer la propriétaire. Oui, c'est moi, je suis là. On va s'en occuper, vous inquiétez pas. Donc vous l'avez retrouvé comme ça, c'est ça? En fait, il est revenu. Ouais, ça fait combien de jours qu'il était parti? Ça fait 3 jours. D'accord, En ok. fait, je vous explique. Expliquez-moi. C'est un chat dont j'ai la tutelle, si vous voulez. Ouais. Parce que c'était un chat errant. D'accord. Je l'ai fait tatouer et je l'ai fait stériliser. Ok. Et depuis 3 jours, il a disparu. Et là, il revient. Il tient à peine debout. Il n'arrive plus à respirer. Complètement affalé sur le côté. Oui, je comprends bien. Il n'en peut plus. Ok. Là, il est vraiment pas bien du tout. Ouais. Du tout, c'est Je vais vraiment vous dire une urgence. Je vais vous dire ce que j'en pense. Hein? D'accord. Dans les cas graves comme ce jour-là, Hélène doit quasiment improviser un mini-hôpital de campagne. Je mets là. Oui. Hop. Ça va mieux, mon chat. On va fermer pour éviter qu'il ne se sauve. S'il vous plaît. Ah, super, merci pour la lumière. Ouais. Il s'appelle comment? Minimi. Viens, mon pépère, viens. Attendez, on va ouvrir. Ça va être plus simple. On a essayé de lui donner de l'eau et du lait. Ouais, et puis vous avez raison, il est très déshydraté. Donc c'est pas quelque chose qui est coincé dans sa gorge. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Ouais, il est déshydraté.
Pourquoi il a du mal à respirer alors? Parce qu'il est anémié. Oh là là. Mais anémié, qu'est-ce que vous entendez? Donc, en fait, il est blanc. Hein, ses muqueuses sont très pâles. Donc, oui. il y a probablement une hémorragie. Hein. C'est du sang qu'il a là? Oui, c'est du sang qu'il a, c'est pour ça que je vous dis. Il est possible qu'il y ait eu un choc, parce que là, il a vraiment les symptômes, et il a 35 de température. La température d'un chat en bonne santé est de 38 degrés. Là, le pronostic vital est en jeu. Hein. Malheureusement, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Courage, mon chat. Oui, mon pépère. Bébé, oui. Oui, mon pépère. Hélène est en fait persuadée que le chat s'est fait renverser par une voiture pendant les 3 jours où il a disparu. Attends, oui, mon pépère. Sa propriétaire est choquée. Ma voisine l'a retrouvé dans son jardin, elle a essayé de lui donner du lait et quand elle a vu que ça allait pas, elle est venue frapper chez moi. Hein. Je suis venue le voir et bon, on a constaté que ça allait pas du tout. Et le docteur là qui est venu soigner Minimi. Est-ce que je peux avoir dans la cuisine pour vidanger ma perfusion? Et on a un animal en état de choc qui a des problèmes respiratoires intenses. Donc le principe c'est de le stabiliser et de le faire hospitaliser. Pour qu'il aille en clinique le plus rapidement possible. Il a quand même un petit espoir. Il est faible, mais voilà. Hein, il a 4 ans. Donc, monsieur, je peux vous demander de... Je suis désolée de tenir ça. Ouais, mon pépère, ouais. Devant la propriétaire, Hélène cherche des raisons d'espérer. Il s'accroche à moi. On va espérer qu'il s'accroche à moi comme il s'accroche à la vie, ou qu'il s'accroche à la vie comme il s'accroche à moi, hein? Oh, il est courageux. C'est un courageux. Mon bébé. Donc, qui c'est qui va venir tapoter à ma fenêtre? À bout de nerfs, la propriétaire culpabilise. Rétrospectivement, elle croit avoir entendu gémir un animal quelque part dans le fond du jardin. Et vous l'entendiez pas, il n'y avait pas de miaulement comme ça, là? J'avais l'impression d'entendre un chat pleurer, mais... Mais oui, mais c'est difficile, hein, bien sûr. Ma voisine l'avait aperçu passer, mais elle s'était rendu compte de rien. Attends, mon bonhomme, tu bouges pas. Tu t'en vas pas. On attendait. Hop, pardon. Non, j'ai cherché un peu d'oxygène. On va essayer de le mettre sous oxygène, mais chez le chat, c'est pas toujours évident. Non, là, il est pas bien, le chat. Hein. Je suis pas très optimiste. Parce que visible, je pense qu'effectivement, il a pu rester longtemps dans un coin et que son état s'est dégradé au fur et à mesure. Donc plus on intervient tardivement, plus on a de risques que malheureusement l'issue soit fatale. Mais il a 4 ans, donc ça vaut la peine d'essayer. Dans sa voiture, Hélène a toujours une petite bonbonne d'oxygène, au cas où. C'est bien, monsieur. Bravo. Oui, c'est bon. Voilà, il s'est calmé un peu. Oui. Voilà, si vous pouvez tenir ça. Monsieur tient la perfusion. Et moi, je vais appeler la clinique. D'accord? Le but, c'est de maintenir l'animal en vie, le temps de le transporter dans une clinique vétérinaire, comme les pompiers le font avec les hommes sur les accidents graves. Nous, notre rôle, c'est de stabiliser l'animal. Hein. Bien sûr, à domicile, on ne peut pas tout faire. Et d'un autre côté, il est toujours préférable que l'animal soit transporté dans de bonnes conditions et avec moins de stress. Hein. Ce sont les propriétaires qui vont devoir transporter le chat. Il ne faut pas rouler comme des fous. Hein. L'urgence, c'est pas la précipitation. Parce que si vous avez un accident, après, c'est fini pour votre chat. Hein. Attends, mon pépère. Ça y est, la clinique est prévenue. Le chat va pouvoir être évacué. Est-ce que vous pouvez démarrer la voiture, monsieur? Bon, je vous souhaite... Oui, c'est bon, monsieur, à tout programmer. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, merci je vous en infiniment, prie. docteur. Non, je vous en prie et je prendrai des nouvelles auprès de la clinique. Hein. D'accord? Voilà. Bon courage, bon courage. Au revoir. Vous faites attention, monsieur. Hein. Ne vous inquiétez pas. Au revoir. Malheureusement, Hélène ne se sera pas trompée dans son diagnostic. Les radios du chat Minimi vont montrer un enfoncement des côtes et une hémorragie. Il va décéder à la clinique dans la nuit. Retour au central d'appel des urgences vétérinaires de Montrouge. C'est un chat, vous m'avez dit, hein?
Et si vous voyez que ça dégénère, vous me rappelez quelle que soit l'heure. Le standard ne s'arrête jamais, même en pleine nuit. Il faut vraiment la surveiller parce qu'il faut voir comment ça évolue. Hein. Dès qu'on a un vétérinaire de libre, ce qui ne devrait pas tarder, on vous l'envoie, madame. Je mets Alfortville. On n'a pas de quotidien, il y a toujours de l'action. Michael est vétérinaire urgentiste depuis 10 ans. On ne sait jamais, en partant en intervention, sur quoi on va tomber, ce qui va se passer. C'est jamais la routine, voilà. Donc là, vous allez sur quoi? Alors là, on va aller voir un animal, un petit chihuahua qui se serait électrocuté, qui a l'air d'être assez choqué. Direction le 16e arrondissement, un luxueux hôtel particulier. Merci. Il a mordu le fil électrique de la lampe. Et puis je l'entendais gratter. Je me suis approchée pour enlever le fil électrique, enlever le chien parce qu'il était pris dedans. Et il s'est sauvé tout seul, mais il titubait, il était allongé. Mais je ne pouvais pas l'approcher, il hurlait. D'accord, ça marche. Il hurlait encore plus fort. C'est vrai. On va essayer de le faire marcher un peu. Viens, Gibbs. Viens. La propriétaire du chien est encore toute retournée par la bêtise de son chihuahua, Gibbs. Alors, Gibbs, t'es mignon. Vous avez eu une belle frayeur quand même. Ah oui, moi oui. J'ai eu plus peur que le chien. Je hurlais. Ma fille a cru que le chien était mort. Et je me suis dit, ça y est, il va avoir une crise cardiaque. Il est tellement petit, il va y passer. Oui. Donc il a vraiment mordu le fil électrique. Hein. J'ai l'impression. Allez, on va regarder dans la bouche s'il n'y a pas des lésions. Des fois, il peut y avoir éventuellement... Regardez la langue, là, vous voyez? Il s'est pris une grosse décharge au niveau de la langue. Et la langue, il y a un début de nécrose et une brûlure de la langue. Bon, on va le soigner, hein, de toute façon. Mais là, je pense qu'il est sorti d'affaire, là. Normalement, oui, on va faire tout ce qu'il faut pour. Mais... Vous n'avez pas encore l'électrocuté, là, mon chien. Non. On va regarder, on va prendre l'attention. Même à domicile, Gibbs a droit au dernier cri de la technologie. Ça va. C'est bon? Ouais, on va regarder le cœur. Comme il est petit, c'est pas évident qu'on ait un beau tracé, mais on va voir où on en est. Grâce à des capteurs posés sur la coque de son smartphone, Michael va même faire un électrocardiogramme du chien, un examen high-tech qui épate sa maîtresse. Il a fait un électrocardiogramme au chien avec son téléphone portable. Il l'a mis sur le cœur du chien, tu voyais l'électrocardiogramme. C'est extraordinaire. On va lui donner des antidouleurs, on va le mettre sous antibiotiques parce qu'il y a toujours un risque infectieux. Alors, c'est mon bébé. S'il arrive quelque chose à mon chien, c'est dramatique, c'est mon 5e enfant. Les parents n'aiment jamais qu'on fasse une piqûre à leurs enfants. Le vétérinaire n'a qu'à bien se tenir. Je sais. Il va pas être d'accord, parce qu'il avait fait mal tout à l'heure. J'y vais tout doucement, mais voilà. Il avait fait mal quand même. Ça pique un peu, c'est une piqûre. J'y vais tout doucement. Celle-là, elle pique aussi un peu. Le produit pique un peu. J'y vais tout doucement. Voilà, vous voyez, je fais le plus doucement possible. Vous êtes gentil. Mais bon, c'est une piqûre, c'est pour le soulager, c'est pas pour lui faire du mal. Et voilà. Et pour l'ordonnance, ça tombe bien. Gibbs a même une adresse mail. Gibbs, G-I-2-B-S, @fr. C'est son adresse mail à lui. Oui, c'est un champion. Hein. Il a gagné plein de coups, plein de médailles. Il a fait plein de concours. Puis j'ai arrêté parce qu'on me déplaçait dans toute la France entière. L'essence, la voiture. Oui. Et il a un carnet à son nom. Ah, mais c'est... C'est son carnet de santé et passeport. Je vous laisse, le total fait 143. Michael, lui, a droit à un petit pourboire. Cherchez pas la monnaie, qui n'inquiétez pas. Merci. C'est gentil d'être venu si vite. Eh ben, écoutez, merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir et bon retour. Cette fois-ci, l'intervention s'est révélée bénigne. La propriétaire est rassurée. Mais parfois, les vétérinaires sont confrontés à des cas qui nécessitent la mise en œuvre de moyens bien plus importants. Paris, face au cirque d'hiver. L'hôpital vétérinaire spécialisé du docteur Kupfer. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais là? On va bien là. Il n'y a personne. Le petit chien souffre d'hydrocéphalite. Disons, il tourne pas mal là. Hein. Il a une hydrocéphalie. Hydrocéphalite, c'est-à-dire? Il a une surproduction du liquide cérébral. Donc il a une hyperpression. Il a une tête trop grosse avec trop de liquide dedans. Cette pression détruit peu à peu son système nerveux
il est déjà aveugle et confond caresse et souffrance. Et alors qu'il est mimi comme tout, et donc monsieur a décidé de tenter une chirurgie qui va consister à faire une dérivation et diminuer la pression intracérébrale. Et c'est malgré tout une chirurgie à risque, et de toute façon on ne peut pas laisser le chiot comme ça. Aucun traitement médical ne peut sauver ce petit chien. Son propriétaire a rassemblé toutes ses économies, 3 000 €, pour une opération de la dernière chance. Je pense que quand on peut, on essaye de sauver. Puis on verra les résultats, ce qui se passera, quoi. On verra, quoi. Mais bon, quand on aime les bêtes, hein. Tu lui fais ton bisou, je fais le dessin pour qu'on te prépare. Petit bisou. La seule chose, c'est que je veux pas qu'il souffre, quoi, c'est tout. L'opération devrait durer à peu près 1h30. Avant de transporter le chien au bloc opératoire, le docteur Kupfer a fait appel à un très grand anesthésiste, le docteur Coppens. Docteur Coppens, 1,3 kg. 1,3 kg. Le poids de l'animal permet de déterminer avec précision la dose d'anesthésiant qu'il va falloir administrer. La moindre erreur dans ce calcul peut provoquer un effondrement total du système nerveux. Vous voyez, il est agité, il est dans son monde. Il y a des crises, vous voyez, de temps en temps. C'est par séquence. Doucement, chérie, doucement. Ouais, il est bien dans les bras. On a la même coiffure. Voilà mon bébé, on va le mettre au noir. Hein, au calme. Doucement, chérie. Au minimum 20 minutes. Hein. Ça roule. Ok, je vais le mettre dans le noir. C'est le docteur vétérinaire Pierre Moissonnier, spécialiste en neurologie, qui va opérer l'animal. La valve est arrivée parce qu'on a commandé avec Bruno depuis, dans la mesure où il y a le tunnelisateur qui va relier les deux éléments. On va faire un abord crânien pour faire la craniotomie sur un tout petit volet qui permet de positionner la valve. Ensuite, on tunnelisera et on emmènera jusqu'à l'abdomen le cathéter péritonéal. On a l'impression que vous parlez de plomberie là. Mais ça va être, c'est le cas, c'est de la plomberie. Moi, j'ai développé ça chez le chien depuis 20 ans, j'en opère, à raison de 2 par an, pas plus. Donc c'est pas une opération très fréquente, c'est vrai. 100% de réussite? Non, non, il n'y a aucune chirurgie avec 100% de réussite. Celui qui vous dit ça est un menteur. Le chirurgien va devoir passer à travers la boîte crânienne du chien. Cela revient à perforer un œuf sans le briser. Un geste chirurgical au 10e de millimètre près. C'est un chien qui devient aveugle, c'est un chien qui ne sent plus, c'est un chien qui tourne en rond. Donc l'idée générale, c'est de faire un trou dans cet œuf, dans la coquille de l'œuf, de rentrer un tuyau dans ces cavités qui sont trop dilatées et de relier ces cavités à un endroit où le liquide va pouvoir s'écouler normalement. Et donc de redonner au cerveau toute la place dont il a besoin pour fonctionner. La perforation du crâne s'effectue à l'aide d'une mini-perceuse. Puis le chirurgien installe une valve, reliée à un tuyau, qui une fois installé fera chuter immédiatement la pression dans le cerveau. L'opération est un succès, mais malheureusement le chien n'a pas supporté l'anesthésie. Éclair. Éclair. Il ne se réveille pas, le cœur bat très faiblement et le chien ne respire pratiquement plus. Éclair. Éclair. À l'accueil, son propriétaire n'a pas encore été informé de cet incident. Vous verriez mon chat. Après un quart d'heure, toujours rien. Puis un premier réflexe qui indique que Éclair est en train de sortir de son coma. Et là, on va le laisser replier. Hein. Au calme. Attention. Éclair. Voilà, calme-toi. Tu m'as montré que tu étais bien là. Donc moi, tu peux dormir tout ce que tu veux. Bonne nuit, les petits. Le marchand de sable est passé. 1 heure plus tard, Éclair le miraculé est totalement réveillé. Son cerveau libéré de la pression du liquide cervical
reprend peu à peu ses facultés. Posé sur la table, il ne tourne plus en rond et ne semble plus souffrir. Mieux qu'avant, est-ce que... Moi, il me semble. Au dossier, on a l'impression qu'il voit un peu plus à droite qu'à gauche. Ouais. Il y a un clignement à la menace ou pas? Donc là, il a un réflexe palpébral qui est tout à fait normal. Revenu partiellement. Il a un verre sous la peau. C'est mieux à droite qu'à gauche, c'est clair. Hein? Ouais. Le docteur Moissonnier est pleinement satisfait de l'opération et rassure le propriétaire d'Éclair. On avait ensemble parlé d'un délai d'environ 6 mois. Hein? Je continue à penser 6 mois et ça n'ira pas beaucoup plus vite que ça. D'accord. Bon, ça va, il m'a fait des léchettes dans le cou, donc ça prouve qu'il a reconnu mon odeur. Je le trouve un petit peu mieux. La manière de se déplacer. Parce qu'il tourne, mais je le trouve quand même un petit peu mieux. Parce que je vois, il sent, il fait pas comme d'habitude. C'est vrai que je le trouve quand même un peu mieux là. Mais ce miracle a un prix. Il aura coûté tout de même plus de 3 000 € à son propriétaire. 3 000 €, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Quand vous aimez un chat, un chien, vous vivez avec, vous partagez et tout, bon bah, vous allez tout donner pour sauver votre chien. Et c'est ça qui est important, c'est de le sauver. Je trouve pas anormal de mettre des moyens pour soigner un chien. Je trouve pas ça anormal du tout. C'est vrai qu'il est plus anormal qu'on ne mette pas les mêmes moyens chez l'homme, sur certains humains. Ça, je suis d'accord, je vous suis complètement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut condamner ce chien. C'est pas parce qu'on ne va pas mettre 3 000 € sur ce chien qu'on mettra plus de 3 000 € sur un autre être humain. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, il faut pas mettre en opposition le fait de soigner correctement les hommes et de soigner correctement les animaux. Ça me paraît très important. L'un n'empêche pas l'autre. Éclair n'est pas totalement sorti d'affaire, mais il va tout de même pouvoir rentrer chez lui ce soir. Une bonne nouvelle, car souvent les vétérinaires sont malheureusement confrontés à la détresse de certains propriétaires. C'est sur l'île de Nantes que se trouve un des plus grands centres hospitaliers vétérinaires de France, le centre Atlantia. Ici, plus d'une vingtaine de vétérinaires, dont la moitié sont des spécialistes, accueillent 24 heures sur 24 toutes les formes d'urgence. Ce matin-là, rien de grave. Il a un petit bobo à l'œil. Il a un problème urinaire. Il a un petit peu de cataracte. Là, on va aller lui limer les molaires derrière, puisque ça l'empêche de manger. Ce centre hospitalier a été conçu sur le modèle des grands hôpitaux anglo-saxons. La salle des soins fait face au bloc opératoire. Une disposition efficace pour la prise en charge immédiate des cas les plus graves. Et justement, en pleine nuit, une femme accompagnée de son fils apporte en urgence un petit chien qui semble être au plus mal. Donc vous êtes en campagne, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, elle respirait vraiment très très mal. Elle n'ouvrait pas la bouche, on pouvait plus. Donc vous l'avez laissée promener, elle a pu... On l'a mis dans le panier, et puis là, elle a vomi dans la voiture. Donc, je prends la température vite fait. On va faire un radiothorax tout de suite pour voir ce qui se passe. Hein. Ok, parfait. Elle est en hypothermie. Hein. Elle est à 37,4, hein. Elle est un peu froide. Donc je vais la prendre pour faire la radio. Et je reviens tout de suite, hein, madame. Ok. C'est comme si. On tourne. Hop, sur le côté. Oh, ça va, ça va. Toi, tu penses que c'est un gland? Ouais. Elle les casse avec ses dents. On en retrouve plein partout dans la maison. Ah, il la connaît bien, hein? T'es inquiet? Oui. Oui? Mais t'as quand même confiance dans la vétérinaire? Hein? Elle va faire du bon travail? Oui. La vétérinaire est restée réservée sur son diagnostic devant l'enfant. Mais les résultats de la radio confirment ses craintes. Pour l'instant, je vois un pneumothorax ici. Ici, on voit aussi des opacifications, donc ça, c'est signe d'hémorragie pulmonaire. Hein. Le bilan n'est pas bon. Le petit Westy est dans une phase critique. Pour l'instant, notre plan, c'est de le mettre en cage à oxygène. On va mettre de la morphine aussi contre la douleur et la déstresser en même temps. Et après, comme je vous ai dit, je vais faire un contrôle thorax pour revoir si elle est plus calme et une écho pour voir s'il y a une hernie. Alors, vous pouvez aller la voir. Elle est mieux au niveau des muqueuses, ils sont plus roses. Donc là, on la laisse.
fais demain matin. Je vous accompagne. Merci. Bonne soirée. Si la vétérinaire de garde s'est retenue d'être alarmiste devant l'enfant, c'est parce que les signes ne trompent pas. Le petit Westy est très mal en point. Le lendemain matin, l'état du Westy s'est aggravé. Seule une intervention chirurgicale peut lui sauver la vie. Mais la propriétaire n'est pas joignable et l'opération ne peut pas se faire sans son accord. C'est la loi. Un assistant vient enfin de la joindre à son travail. Bonjour madame, je suis le docteur Kolb du centre hospitalier vétérinaire. On lui a passé une petite échographie au niveau du thorax et en fait on a une rupture du diaphragme, ce qu'on appelle une hernie diaphragmatique. Et le traitement, il n'est pas seulement médical, il est surtout chirurgical. Et donc là, on est prêt à opérer si vous nous donnez votre accord, sachant que on ne peut pas faire autrement que ça. Si on veut vraiment le guérir, là, il faut l'opérer urgemment. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Vous pouvez venir là cet après-midi rapidement? Non, mais je vous attends, de toute façon, je vous attends. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la dame a 4 enfants, que financièrement, elle ne peut pas se permettre d'opérer ce chien-là, et que ce chien-là a besoin d'une opération, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le laisser dans cet état-là. Il a énormément de mal à respirer, et si on ne l'opère pas, il va mourir de sa hernie diaphragmatique. Donc là, c'est un cas un petit peu embêtant. Le petit Westy est immédiatement opéré. Mais à la sortie du bloc, le chirurgien demeure prudent. Donc la chirurgie s'est bien passée et elle se réveille, on l'a laissée dans la cage à oxygène, mais pour l'instant ça se passe comme espéré. Pendant ce temps, la propriétaire est arrivée avec ses 4 enfants. Bonjour. Le docteur Kolb la reçoit pour lui expliquer la situation. Donc nous, ce qu'on a fait, on l'a opéré. On l'a opéré gracieusement dans le sens où c'est pas gracieux, c'est-à-dire que je vais pas vous facturer ça. Sincèrement, c'est pas un problème financier, c'est que je suis pas capable de m'en occuper. J'ai 4 enfants de moins de 11 ans, je travaille à temps plein, j'ai une maison de 170 mètres carrés, un mari qui est plus là, et je suis pas capable, j'ai pas surveillé hier. En fait, ça fait 1 semaine que je surveille plus ce chien. Afin de trouver une famille, on ne pouvait que le rendre en bonne santé pour qu'il trouve une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je trouve pas de famille, quand je fais lundi, j'en sais plus. C'est 3 semaines que je vis plus. Je souhaitais vous proposer, étant donné que vous ne pouviez plus prendre en charge cet animal-là, c'est de nous le céder, de faire comme si on était les propriétaires, et nous on va se charger de trouver quelqu'un. Ouais. Dans ce cas-là, je veux bien payer l'opération, c'est pas ça. Si vous me trouvez une famille pour ce chien, mais c'est tout ce que je lui souhaite, quoi. On va lui offrir une deuxième vie, en quelque sorte, et on va essayer de trouver quelqu'un pour lui. D'accord? Il y a juste ses enfants qui veulent lui dire au revoir. Ouais. Je me sens nulle. La mère de famille n'a pas d'autre solution que de se séparer de son Westy. Elle réunit ses enfants pour un dernier adieu à leur petit compagnon. Depuis, l'animal a été adopté par une famille vivant sur l'île de Jersey. Si les chiens et les chats constituent la grande majorité de leurs patients, les vétérinaires ont de plus en plus souvent affaire à ce que l'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Furets, lapins, mais aussi serpents ou encore varans. Il y en aurait plus de 5 millions en France. Et les soigner n'est pas toujours de tout repos. Paris, 16e arrondissement. Le docteur Schilleger, en dehors des canins, est un spécialiste des reptiles. Cette tortue de 60 kg, de 31 ans, appartient à un particulier. Elle refuse de manger depuis 3 semaines. C'est une tortue qui ne mange plus du tout. Et donc on va essayer de déterminer quelle est la cause de cette anorexie pour savoir s'il y a un problème quelconque rénal, hépatique ou autre qui pourrait expliquer ça. Faire une prise de sang sur un chien ou un chat est une formalité. Mais sur une tortue,
Cela relève toujours de l'exploit. Sandy, bonjour. D'accord. Une urgence interrompt la manipulation. Ce serait pour une urgence. D'accord. Oui, allô? Est blessé à la patte. D'accord. Sur la patte en arrière. C'est arrivé quand? Bah, aujourd'hui, c'est possible. Ok, venez quand vous voulez et je vous recevrai en urgence, il n'y a pas de problème. Quelques minutes après le coup de fil, la clinique se prépare à accueillir un animal hors du commun et très frileux. On va préparer l'arrivée quand même. Ces animaux qui prennent facilement froid, on est en plein hiver, donc on va s'arranger pour que... Parce que... Ah bah là, il y a un radiateur dans la voiture. Hein. Pour maintenir la température du véhicule à 30 degrés. Mais l'animal est réputé très dangereux. Bonjour. Ça va, vous avez fait une bonne route? Oui. Il est costaud? Oui, il a 70 kilos. Il va bien battre la queue. Vous le prenez d'avant, et moi je prends derrière qu'il a moins de... Donc en fait, vous voulez que je prenne la tête, en gros, c'est ça? Ah bah salut Bibi. Oui, il est bien calme lui. Je prenais derrière le cou, comme ça, et avec, comme ça, et à la patte. Ouais, c'est bon. Ok, il faut le prendre plus en avant. On a un petit chat, nous. On le fait marcher. Bravo, Bibi. Bien, bien comme ça. Lui, il glisse pas, il marche bien. Vous avez l'air d'être surpris. Bah oui, c'est-à-dire que c'est pas le genre d'animal qu'on rencontre fréquemment dans le quartier, quoi. Vous ne seriez pas tenté de prendre un alligator chez vous? Non, pas franchement, j'ai déjà 2 chiens, 2 chats, donc j'aurais un peu de mal. Et ma femme a plein de sac à main, donc on a ce qu'il faut. Ce jeune alligator s'est battu avec un de ses congénères. Il est blessé à une patte. Les propriétaires, des artistes du cirque, sont inquiets. Le mettre sur la table. Pour évaluer la gravité de la blessure, il faut tout d'abord immobiliser Alligator Junior. Alors racontez-moi un petit peu Bibi, en fait, il a quel âge là? 17. Ils viennent adultes maintenant, ils se sont battus avec le grand. D'accord. Le grand c'était le boss, maintenant lui commence à être adulte, il commence à battre. Cet alligator s'appelle Bibi. Il atteindra dans quelques années 350 kilos pour une longueur de 4 mètres. Seulement voilà, son compagnon, plus gros que lui, vient de lui rappeler qui était le patron en le mordant violemment à la patte. Tenez bien la queue pour pas qu'il m'en mette une. La blessure apparemment s'est infectée. Un coup de boulot, Vito. Il est plus gonflé comme ça. Ah oui, d'accord. C'était bien gonflé, plus gonflé. Ouais, le doigt il est mort. Hein. C'est ça que j'ai dit à toi, hein, Mariana. Là c'est plus vascularisé, c'est mort. Hein. Le docteur Schilliger va probablement devoir amputer d'un doigt la patte de Bibi. Une mauvaise nouvelle pour Marianne, car Bibi, c'est son bébé. Est-ce qu'on s'attache à une bête comme Normal, comment non? On s'attache à n'importe quel animal, je crois, mais spécialement des animaux qu'on travaille avec eux, c'est encore de plus, c'est comme un partenaire pour la vie. Vous le connaissez depuis longtemps, celui-là? Oui, il avait 50 cm quand nous l'avons acheté. Vous êtes déjà fait mordre? Beaucoup de fois. C'est toujours quand il y a la bouffe, quand ils mangent, ils sont tellement rapides. Car les propriétaires partagent leur quotidien avec 8 autres alligators. Les accidents surviennent souvent au moment des repas. Ah oui, ici, 4 fois. Il a fait comme ça seulement. Ils ont tellement de force, on n'arrive pas à le tenir. Le docteur Schilliger est inquiet. Pour s'assurer que cette blessure ne cache pas quelque chose de plus grave, il entreprend immédiatement de faire une radio. Bravo, bravo. Lui encore, c'est une de les plus calmes. Et le diagnostic ne se fait pas attendre. Alors, il y a du dégât, hein. Il y a déjà une infection qui est en train de digérer les tissus là. C'est pas très joli. Non, c'est pas beau. C'est pas beau. J'espérais que... Mon mari a perdu 2 doigts. Le crocodile peut perdre une. Vous avez entendu ce qu'a dit votre femme? Oui, mais là, c'est pas votre mari qui l'a mordu là.
Alors, ce qu'on va faire, mademoiselle, on va l'emmener maintenant au bloc. Bon, il va falloir bien le tenir, hein, parce que là, il y a du matériel, il ne faut pas qu'il foute tout en l'air quand même. Hein. D'accord? Vous faites quel poids? Je fais 56 kilos. Et l'alligator? 70. C'est vous qui tenez la queue? Oui. Enfin, je la tiens, je la maintiens. Fais genre, en fait. En fait, s'il donne un coup de queue, je valse. L'opération s'annonce compliquée. Tout d'abord, faire entrer un alligator dans un bloc opératoire revient à faire entrer un éléphant dans un magasin de porcelaine. Un coup de queue, et ce sont des milliers d'euros de matériel qui peuvent être endommagés. Deuxième handicap, les propriétaires ont refusé une anesthésie générale. Au réveil, Bibi devient très agressif, incontrôlable. Le docteur Schilliger va devoir amputer un doigt de Bibi avec une simple anesthésie locale. Là encore, petit problème, Bibi a horreur des piqûres. Tiens bien là, parce que ça va bouger. Contrairement aux apparences, sous leur carapace épaisse, alligators et crocodiles sont plus sensibles que les humains. Il y a vraiment de la force? Oui, ah oui, c'est énorme. Et puis ce qu'il faut contrer, c'est le mouvement de courbe qu'il fait pour donner le coup, pour fouetter. Il torsade en fait comme ça pour pouvoir après envoyer. Le docteur doit opérer d'urgence car la blessure s'est gravement infectée. Mais le problème, c'est que ce type de chirurgie est très difficile à pratiquer sur un animal qui bouge. Bien. Ok. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Heureusement, la voix, la présence des propriétaires rassure l'animal et atténue son agressivité. On va laisser un peu. Voilà. Bah, si on ne faisait pas ces soins aujourd'hui, là, ça pourrait aller que dans le sens d'une aggravation, c'est-à-dire infection qui se généralise, infection ascendante, et puis ça va jusqu'à la septicémie. Parce que là, c'est vraiment pas joli. Hein, franchement, les tissus sont très nécrosés, c'est-à-dire morts, c'est vraiment pas joli. Vous ne suivez pas l'opération, madame? Non, je n'aime pas ça. Regardez, non. Voilà. Ça va. Oui, ça va. Bibi, Bibi. Si Marianne est très attachée à Bibi, pour Ludwig, les alligators, c'est toute son enfance. Je suis né avec les reptiles. Je suis né, j'ai rentré en piste à l'âge de 3 ans avec une petite alligator sur l'aise. J'avais le même costume que mon père. Et le public qui me jetait des caramels, des chocolats. Je prenais toujours les caramels. Je disais à ma mère, il y avait un bon public, il y avait beaucoup de caramels et beaucoup de chocolat. À cette époque, Ludwig et son épouse Marianne voyageaient dans le monde entier avec leurs alligators. Parmi les premiers fans de leur spectacle, Cara Cavac, le pape Jean-Paul II ou Bernadette et Jacques Chirac. Cara Cavac a été créé dans les années 30. Ludwig et Marianne sont les derniers héritiers de la tradition de ce type de spectacle. Le doigt de Bibi a été enfin amputé, mais le plus difficile reste à faire. En fait, le but du jeu, c'est de lui faire 10 millilitres dans chaque patte avant, tous les 3 jours. D'accord? Vous piquez ici entre 2 écailles, attention. Une piqûre quotidienne d'antibiotiques pour stopper l'infection. Sinon, Bibi peut mourir d'une septicémie, une infection généralisée. Pour combien de temps il faut faire les piqûres? En fait, si vous allez faire 4 injections, c'est-à-dire 12 jours au total. Je vais vous donner 4 flacons. Je fais du sport à la maison. Qui est-ce qui va s'en occuper de vous deux? Les deux. Pas les deux. Bah, on va les tenir la patte. Même en deux, ce ne sera pas facile à faire les piqûres parce qu'il est quand même assez costaud. Vous êtes seul pour vous occuper de Bibi? Oui. Là, maintenant c'est le problème. Maintenant, oui. Bien, très bien.
Brava. Merci, au revoir. Merci. Bon, vous repartez avec le sourire, là. Oui. Bonne. Ciao. Quelques semaines plus tard, retour à la ménagerie du cirque Karakavac. Ludwig et Marianne font ce matin le tour de leur vivarium pour inspecter leurs 6 pythons géants, dont certains mesurent jusqu'à 8 mètres de long et pèsent, comme ce python albinos, plus de 50 kilos. Ça peut être dangereux. Il a 200 dents. Et ça roule, il peut casser le bras, le cou. Il est très intelligent, l'iguane. Mais en ce moment, c'est Bibi, le jeune alligator récemment opéré, qui bénéficie de toute leur attention. Bibi partage son espace de vie avec 2 autres camarades. Pas question de l'examiner avant de l'avoir rassasié. Ce n'est jamais pendant les spectacles qu'ont lieu les accidents, mais au moment des repas. Normalement, ils mangent dans l'eau. Ils n'ont pas de langue. Alors, c'est plus difficile ici dehors. Vous les nourrissez comment? De truites, de cuisses de poulet, de la viande, de foie, de réunion. De temps en temps, on donne des rats blancs. Et quelle quantité vous leur donnez toutes les 2 semaines? Bon, 5 kilos peut-être, non? Le grand. Celui-là, c'est Bibi. C'est celui-là qui a été opéré au pied quand ils se sont battus. Il s'en est bien remis? Comment? Il s'est bien remis? Très bien. Regardez comme il est bien. Il y a encore la pointe. Ça va tomber après le temps. Vous voyez, il est très bien. Et alors, celui qui l'a attaqué, il est où? Il est dans l'eau, en dessous de moi, dans la piscine. Et moi, je suis ici qui n'ouvre pas les planchers, là. Bibi et son compagnon sont rassasiés. Maintenant, c'est au tour du grand patron. On va donner le grand maintenant. Il s'appelle Donald. C'est le mâle, c'est le plus grand, c'est le chef, lui. Le plus dangereux des 3 alligators, le grand mâle dominant va pouvoir prendre part au festin sans que ses compagnons ne le dérangent. Il mesure combien? Il fait quel poids? 200 kilos et passer 3 mètres. Ici, il me bouffe. Mais quand il est en piste, c'est pas son territoire. Ici, c'est son territoire, il les protège. Ça, c'est sa maison. Si vous rentrez dans la piscine, qu'est-ce qui se passe? Mais il m'attaque, il me mord. À l'écart des grands, 5 autres jeunes alligators sont affamés. C'est normal, ils sont en pleine croissance. Aux dernières nouvelles, Bibi se porte bien. La famille s'est même agrandie. Pas de quoi émouvoir le grand patron, qui ne dort toujours que d'un œil. Mais le docteur Kupfer n'en a pas fini avec les urgences un peu spéciales. Dès le lendemain, il est appelé par un autre cirque de passage en région parisienne. 3 frères et sœurs sont nés il y a quelques jours, des bébés tigres du Bengale. Tu me manges pas tout de suite. Regarde pour être sûr que c'est une femelle. Regarde, c'est une femelle. Ça, c'est qui tout double. On les prend. Une autre fifire. 2 femelles magnifiques et pleines de vigueur et un superbe tigre blanc. Elle aussi, là. C'est une petite... Ou je me trompe et c'est 3 mâles? Non, c'est 3 femelles. Ouais, qu'il est beau celui-là. Il y en a plus comme sa tête, oui. Ah ben sa tête vient. Hein. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas avec la maman, c'est pas avec leur maman? Parce qu'elle les a laissés tomber au bout de 2 jours. Bah, c'est la première portée, alors elle n'a pas l'habitude. Les tigres, c'est la grande attraction de ce cirque. La mère des petits s'est mise à l'écart du groupe. Cette première portée l'a complètement désorientée. Sans la vigilance des propriétaires, les bébés tigres seraient morts de faim en quelques jours. Le docteur Kupfer vérifie tout de même si les tigres ne souffrent pas de malformations. Il n'est pas inquiet car il a déjà indiqué par téléphone le bon choix de lait à administrer aux bébés tigres. Leur mère de remplacement a bien pris les choses en main. Elle est belle celle-là.
Nu meten, hè, voor... C'est la première fois que vous vous retrouvez dans une situation comme ça? Oui. J'espère dans 3 mois, il n'y en a pas d'autres, hein, parce que fatigant. Pourquoi c'est fatigant? C'est tous les 2-3 heures, il faut lui donner le biberon. Comme un bébé, hein, c'est pareil. Il faut faire leur toilette, il faut voir qu'ils font pipi, qu'ils font le petit rond, comme tout le reste. Allez, au lit le bébé. Au lit le bébé. Le calme après la tempête. Alors ils vont dormir. Je peux déjà dire une chose, c'est qu'ils sont bien entretenus et qu'ils vont plutôt très bien et qu'ils seront magnifiques. 3 de plus dans le milieu du cirque. Tu mets pas les doigts, hein? Les animaux de cirque sont soumis à une réglementation stricte. Pas de bruit. Toi, tu me donnes... Le docteur Kupfer va profiter de cette petite urgence pour mettre à jour les vaccinations obligatoires sur le reste de la troupe. Ah, il me faudrait les fesses, moi. Parce que là, je mets pas les mains dedans, là. Un exercice qui demande de la maîtrise, du sang-froid et de la précision. Ah, encore un peu. C'est bon. C'est lequel? C'est celui-là? La technique est simple. Le dresseur occupe les tigres de l'autre côté de la cage, pendant que le docteur Kupfer les pique par derrière. Non, pas. Non. Et ça marche, à condition de piquer, sans se faire piquer. Pousse les fesses. Pousse. C'est bon. Ah, non, c'est bon. Sauf que l'aiguille est restée dedans. Non mais attends, on va la récupérer. Attends, tourne-toi, viens voir. Tiens, merde, Pierre. Ouais, ça c'est le truc. Ah bah et l'autre qui va dessus. Lui, attends. il peut rien faire, lui. Bouge pas. Il est magique. Ah non, c'est bon, elle est tombée, mais je veux bien la récupérer. Tu m'attaques pas, toi. Alors, les aiguilles dans les bottes de foin. La voilà. Attention. Oui, la voilà. Soigner des animaux sauvages est toujours beaucoup plus dangereux, mais surtout beaucoup plus compliqué pour les vétérinaires. C'est pourtant le défi que relèvent chaque jour ceux qui travaillent dans des zoos. Direction le PAL, un parc animalier du centre de la France. Rosemary, 33 ans, s'apprête à vivre une aventure inoubliable. Passionnée d'exotisme et d'animaux sauvages, elle est aujourd'hui vétérinaire dans ce parc animalier, avec sous sa responsabilité plus de 600 animaux, toutes sortes d'espèces, des fauves aux herbivores. Quand on est tout seul, c'est des fois un peu dur, mais bon, ça se fait. Donc du coup, ça fait des journées assez longues, ma foi, mais bon. Ce matin, elle commence par prendre des nouvelles d'une panthère qu'elle a mise au régime. Attention à vous. Je viens juste faire un état des lieux parce qu'en fait, quand elle est arrivée, elle était un petit peu grosse, donc on a voulu qu'elle perde un peu du poids. Faites bien attention par contre quand vous passez là. Visite ensuite au chevet de cette autruche qui s'est battue avec une congénère. La plaie s'est infectée, mais elle se laisse soigner sans rechigner. Donc, évidemment, cette autruche-là est relativement sympa parce qu'on fait pas ça avec toutes les autruches. Mais c'est une éléphante qui préoccupe Rosemary. Nina, 19 ans, attend un éléphanteau depuis 22 mois. C'est la plus longue gestation de tous les mammifères. Faire naître un éléphanteau, c'est une belle expérience pour une jeune vétérinaire. Pour Rosemary, ça va être aussi un baptême du feu. Ouais, il m'a dit ça tout à l'heure. Salut Maninou! Ça va ma belle? Rosemary est aux petits soins avec l'éléphante. Hey louloute! Salut toi! Tu viens? T'as pas envie ce matin? Hein? Une naissance, ce n'est jamais simple. Et dans le cas de Nina, il y a une complication. Elle n'a pas qu'un seul petit, elle en a un autre qui est mort fin 2010 et qui n'a pas été expulsé. Et depuis, en fait, on ne sait pas trop où ça en est. On n'a jamais vu une éléphante avec un petit mort reprendre une gestation derrière. Donc c'est la première fois. Donc évidemment, elle est très surveillée. Plus le temps passe, et plus l'animal et son bébé sont en danger. Rosemary lui fait donc des soins quotidiens. Au programme ce matin, il y a prise de sang, et il faut que Nina soit d'accord. Fred, le soigneur, l'entraîne à se laisser manipuler l'oreille. Si on lui fait une prise de sang,
c'est pour essayer de prévoir la date de la naissance en mesurant son taux de progestérone. Ok, ça va être bon, Fred. C'est bien, ma cocotte, ouais. Alors. C'est compliqué de faire une prise de sang sur un éléphant. Ça dépend des jours. Il y a des jours où ça vient relativement bien. Il y en a d'autres où c'est moins facile. Après, Nina commence à en avoir marre parce que ça fait depuis le 20 janvier qu'on lui fait des prises de sang tous les jours. Donc c'est vrai que c'est répétitif et que du coup, ils aiment pas trop ça, quoi. C'est bien, ma cocotte. 2 heures plus tard... Ça tombe bien, j'ai les résultats de Nina en même temps. Les résultats de la prise de sang du matin arrivent. 1,45 et 1,95, donc c'est pas pour ce soir. J'aurais bien voulu, mais c'est encore beaucoup trop. Le taux d'hormones de l'éléphante est encore trop haut. Elle n'est pas prête d'accoucher. À l'éléphanterie, tout le monde est un peu déçu. 1,45, 1,95. Donc ce sera pas pour ce soir. Et on attendra. Eh ben c'est ça, exactement. Je vais prévenir Fred. Je vous ai envoyé 1,45 hier, 1,95 aujourd'hui. On a toujours ce risque que plus on attend et plus il prend du poids. Et ça nous stresse un peu. L'angoisse commence à peine pour Rosemary, car le feuilleton de l'accouchement de Nina n'en est qu'à ses débuts. Donner la vie, c'est toujours une expérience unique pour les vétérinaires. Malheureusement, ils sont parfois amenés à prendre des décisions très douloureuses. Nous retrouvons Hélène en Seine-et-Marne. Comme certains médecins, Allô? elle est de garde un dimanche. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, merci, c'est parti. Et la journée s'annonce chargée. Vous prenez à manger? Ouais, parce qu'on n'est pas sûr de rentrer, donc on prévoit et on mangera dans la voiture. Hélène parcourt en moyenne 2000 km par mois. Cela fait entre 5 et 6 visites par jour. On a une vraie vision de la population française. On voit vraiment les gens chez eux, on voit certaines personnes dans des situations dramatiques. Prenez la première à gauche. Vous allez arriver à Pour les 5 millions de Français qui vivent seuls, un animal de compagnie, c'est l'unique remède contre l'isolement. Comme ce jour-là où une dame âgée vient d'appeler au secours pour son chien. C'est un caniche de 15 ans qui a sauté d'un petit tabouret depuis une boiterie, il est frustré, il se plaint. D'accord, ok. Visiblement, il se plaint. Donc on va aller voir ce vieux caniche. Bonjour madame. Bonjour. Docteur Létard. Il est tombé, c'est ça? Il bougeait sur le tabouret que vous verrez là. Ouais. Et depuis, il bouge plus. La propriétaire du caniche a 80 ans. Son mari est à l'hôpital depuis 2 mois. Ah oui. Le caniche, chiffon, est très maigre et très faible. Parce que là, il tient pas sur ses pattes. Hein. Il est extrêmement déshydraté. Ah oui, ça... Il boit beaucoup? Non. Hélène a vite compris l'état de l'animal, mais elle y va doucement pour préserver la vieille dame. Il est très mal en point, votre chien, madame. Hein? Ah oui. Je pense qu'il a perdu l'équilibre parce qu'il est vraiment au bout du rouleau, madame. Hein? Là, il est en hypothermie, votre chien. C'est-à-dire qu'il a une température qui est inférieure à la normale. D'accord? Alors, il a une grosse pathologie cardiaque. Hein. En plus? Ouais. Je dois vous dire que c'est pas bon, tout ça. Hein? Que votre chien, là, il est vraiment arrivé à la fin de sa vie. Hein? Donc, je voudrais savoir ce que vous souhaitez. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Alors, on peut lui faire des anti-inflammatoires, mais honnêtement... Hein, il faut que vous preniez conscience que malheureusement, ça ne va pas changer les choses. Écoutez, il a 15 ans. Personne ne va prononcer le mot, mais la dame se résigne à perdre son caniche. Voilà, donc à ce moment-là, voilà comment on procède. Je l'endors, je pousserai l'anesthésie plus loin. Donc vous allez lui dire au revoir. Hein, vous avez bien compris. Hein. Est-ce que vous imaginiez ça? Vous y aviez pensé? Vous y aviez pensé? Mais je pense que honnêtement, pour votre chien, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et vous voyez que là, il a plus vraiment de réaction. Hein? Vous voulez jamais être seul? Oui. Vous voyez que je partais de la chambre. Chiffon. Il s'appelle Chiffon, parce que quand je l'ai eu,
Dès que je sortais le balai, il se mettait à 4 pattes sur le balai. Ah, c'est vrai? Du coup, on l'a appelé Chiffon. Hein, vous l'avez eu tout petit? Il avait 3 semaines. Ah oui. Hélène va faire une première injection pour endormir l'animal. Ça va aller? Donc vous ne souhaitez pas le revoir? Non. Donc je l'emmènerai et je vous appelle après pour les papiers. Oui. Hein, d'accord? Ça va aller? Oui, oui. Bon courage, madame. La dame ne souhaite pas assister à l'injection fatale. Voilà, il n'a pas souffert et maintenant c'est terminé. Ok. Pour vous non plus, c'est pas gay en fait. Non, c'est pas gai, d'autant plus que la dame est toute seule avec son chien, qu'elle a d'autres problèmes, que là, quand on va repartir, elle sera toute seule, mais vraiment toute seule. C'est toujours triste de voir un animal partir, mais au moins, il est parti sans souffrance, il est parti chez lui, il s'est rendu compte de rien, à mon pépère. Voilà. En cas d'euthanasie, la procédure est toujours la même. La vétérinaire a avec elle une housse mortuaire avec un numéro d'identification. Et pour des raisons d'hygiène, on est obligé. Parce qu'elle souhaite. Hop. Chiffon sera ensuite incinéré. Hélène a l'habitude de ce genre de situation. Le cas de l'animal réglé, elle n'oublie pas de songer aussi à sa propriétaire. Votre médecin repasse cet après-midi, hein, parce que c'est important qu'elle vous voie quand même. Hein. Bon courage en tout cas. Je vous en prie. Au revoir. Mais c'est toujours dur. Surtout, voilà, on sait qu'elle est toute seule là. Ceci étant, on sait que le chien, voilà, il était au bout du boulot. Donc ça aide quand même. Voilà, quand c'est un jeune chien, c'est plus compliqué. Faire preuve de sensibilité, de psychologie avec les maîtres, c'est l'un des aspects du métier de vétérinaire. Mais souvent, c'est avec les animaux eux-mêmes que les médecins doivent se montrer psychologues. Quand les animaux font la loi chez leur maître ou ont des problèmes de comportement, on fait appel à Claude. Une sorte de psy pour les animaux et leurs maîtres. Agressivité, anxiété, dépression, là on parle d'état pathologique. Le docteur Beata est vétérinaire comportementaliste. Chez le chien, on reconnaît environ 60 maladies différentes. Chez le chat, environ une quarantaine. Donc ça peut être beaucoup de choses différentes. Et la plupart, maintenant, nous sommes capables de les traiter. Nous sommes à Cannes, sur la Côte d'Azur. Ces rendez-vous, il les donne toujours dans les cabinets de ses collègues vétérinaires qui l'appellent à la rescousse. Ce jour-là, il reçoit Pancho. Ses maîtres, un couple de retraités, le trouvent perturbé. Donc, quand il la voit, c'est dans la journée, je vois son comportement. C'est la moindre chose, le stress. Vous évoquez des grognements parfois aussi. Oui, parce que nous regardons la télévision, il se couche sur nos pieds ou à côté. Ouais. Si par malheur je le frôle à peine, il se lève comme un fou et il se met à... Combien de fois il y a eu ces quand vous l'avez fleuré? Systématiquement. Hein. Pour le docteur, Poncho a un problème dans sa relation avec ses propriétaires. Poncho, lui, dans son comportement, il est dans ce qu'on appelle dans un trouble de la relation, ce que nous avons l'habitude d'appeler une sociopathie, c'est-à-dire un trouble de la relation sociale. Poncho, il est dans le contrôle. Il a envie de vous contrôler un peu. Plus gênant, Poncho est jaloux et n'aime pas voir de manifestations d'affection. Quand ils font des câlins à leur petit-fils, par exemple, il se précipite pour les séparer. Pour le docteur, il faut réagir avant que le chien ne prenne un ascendant définitif sur ses maîtres. Donc vous allez faire, on appelle ça le jeu des embrassades. Chaque fois que le chien a envie de se mettre au milieu, c'est le bon moment pour faire, hop, on va le faire pour que vous puissiez voir. On se fait la mise. Hop, quand il fait ça, vous mettez épaule contre épaule, comme ça, et vous lui dites battant. D'accord. À ta place. Hein, à la maison, vous le renvoyez à son panier. D'accord. On le regarde sur le dos et on le renvoie à son panier. D'accord. Au panier. Voilà, et au panier. Hein, voilà, vous avez bien compris. C'est parfait. Et s'il y a votre petit-fils, évidemment, le petit-fils, on le met entre vous. Oui. Et on fait un mur avec tout le monde et on le renvoie. Ça, il faut le faire au moins 3 fois par semaine. De toute façon, nous, c'est tous les soirs. Ça, c'est facile. Hein, donc, au moins dès que je rentre, ça y est, il se met entre nous. Il ne faut pas que votre chien vous empêche de vous embrasser. Ben non, hein, quand même. Hein. La prescription vaut bien une ordonnance. Jeu des embrassades, au moins 3 fois par semaine.
160. Et une jolie facture au passage. Aujourd'hui, les vétérinaires savent bien que la santé d'un animal, comme pour les humains, peut être liée à des facteurs psychologiques. Et cela peut toucher tous les types d'animaux. Centre hospitalier Atlantia, à Nantes. Le docteur Rizzi est réputé pour ses compétences de vétérinaire en faune sauvage et pour les nouveaux animaux de compagnie que l'on appelle les NAC. La première urgence ce matin concerne un jeune perroquet. Bonjour. Ses propriétaires ont constaté ces derniers jours une anomalie alarmante. Allons-y, posez-le là. Qu'est-ce qui se passe alors? Il repère ses plumes. Ouais. Il repère ses plumes, alors il se les arrache ou elles... Elles tombent. Non, non. Vous les voyez comme ça tomber? Ouais. Puis il se gratte pas mal aussi. Ouais. Il n'y a pas de zone de peau à nu, non. Toute rouge. Non. C'est un tout petit peu partout que ça gratouille, quoi. Ouais. Bon, t'écoutes, hein? Bah oui, tu m'écoutes. Allez, viens. Bon, alors, quand il se gratte avec insistance, c'est où? C'est un endroit particulier? Devant, sous les ailes, un peu partout en fait. Et ça, par exemple, le bout, vous pensez que c'est lui qui se les mâchonne? Je pense. Hein. Une plume, c'est solide, hein, c'est attaché à l'os. Hein, donc pour que ça tombe, il faut qu'il y ait vraiment un souci. Tout ça, mais ça, c'est en 2 semaines. Et ça, il peut très bien se l'être mâchonné lui-même, et puis ça tombe 2 jours après. Hein, mais, Pourquoi ce perroquet s'arrache-t-il les plumes? Quelle est cette maladie qui le démange au point de se mutiler un peu plus chaque jour? Vous lui parlez? Oui, souvent, ouais. Mais vous lui dites les mêmes mots? Enfin, qu'est-ce que vous lui dites? On essaye, on siffle, il commence à siffler aussi, il siffle très bien. Vous lui racontez votre journée? Ouais, on lui demande ce qu'il a fait, s'il a bien mangé et tout. On part en vacances avec. Le docteur Rizzi a diagnostiqué la maladie du perroquet. Mais avant d'en parler aux propriétaires, il veut leur montrer un autre perroquet qui souffre du même mal. On t'amène un petit compagnon. Faut lui dire de ne pas devenir comme toi. Tu viens? Viens sur Daphné, Pépito. Tu te demandes ce que c'est. Il n'a pas de comportement où il claque du bec comme ça? Non, il gratte le soir. Il gratte? Oui, il fait ça. Ouais. Oui, il Ouais. fait ça. Mais il lisse. Mais il va pas jusqu'à les arracher. Non, non. Ça a l'air de vous effrayer là. Ouais, ça... Ah ouais, c'est incroyable. Et oui, Pépito, il s'en arrache une comme ça, puis il la mâchonne pendant une demi-heure en faisant ce claquement de bec. Et puis dès qu'il l'a fini ou qu'elle tombe, il en prend une autre. Il va finir par se mutiler, il va finir par en mourir, quoi. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution. Il s'arrache les plumes lui-même pour des problèmes d'anxiété et d'hyperattachement avec sa propriétaire. Donc Pépito est en stage de psychothérapie. Donc il faut lui parler, il faut lui chanter des chansons, et il faut s'occuper de lui. Comme pour un enfant, les propriétaires vont devoir corriger leur relation affective avec l'animal. Sinon, sa dépression lui sera fatale. La première chose à faire, de toute façon, ce sera de l'ignorer, complètement l'ignorer quand il se pique. Quand il se pique, on l'enlève, on le met dans une pièce à côté, on ferme la porte, on s'en va. La punition, c'est pas d'aller lui dire il faut pas. Parce que pour lui, c'est gagné. Vous êtes venu le voir et vous avez dit il faut pas se piquer, ça lui va très très bien, vous êtes venu lui parler, ça lui suffit. Chaque jour, une assistante vétérinaire différente parlera à Pépito et le promènera dans l'hôpital. Ce changement radical dans sa vie quotidienne et son éloignement avec sa propriétaire ont commencé à réduire son automutilation. Tiens, regarde, on va voir s'il y a des beaux chiens. Oh, bah, regarde, lui, il est beau. Regarde un peu Pépito. Regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il est gentil? Oh, tu t'en fiches un peu, hein, du chien. Ça t'amuse pas trop. Allez, on va te remettre. Il faut constamment le sociabiliser, c'est ça? Ah oui, tout le temps, oui. Faut qu'il découvre un nouvel environnement. Allez, monte tout seul. Le marché des NAC en France est en constante augmentation. On en compte près de 5 millions. Bien, Pépito. Bon, on va voir le python. Le docteur Rizzi n'a pas fini d'être sollicité. Retour à l'éléphanterie du parc animalier Le Pal. Nina, l'éléphante, n'a toujours pas accouché. 3 semaines après notre dernière visite, Rosemary, la vétérinaire, est plus que jamais aux petits soins avec l'animal. Après une longue période de yo-yo, son taux d'hormones est enfin descendu en dessous du seuil qui annonce une mise bas imminente.
coup, le parc a fait appel à un renfort de poids. Thomas Hildebrandt, un Allemand, chercheur vétérinaire spécialisé dans la reproduction des éléphants. Il intervient dans le monde entier sur les naissances à risque. Voilà Nina, c'est nous, ok? Super ma nénette. Il commence par faire une échographie. À travers 3 cm de cuir, Thomas parvient tout de même à examiner le futur bébé. La tête est vers le bas, c'est bon signe. À cause de sa grande taille, il aperçoit seulement des parties du fœtus. On le voit bouger. Le bébé est vivant, il n'est pas hyperactif mais il bouge. Oui, et elle a mal. Conclusion de l'écho, il est en position, il est prêt à faire feu, il est vivant. Et Nina est irritée et gênée. Donc du coup, il y a sûrement des contractions et ça travaille. C'est peut-être pour aujourd'hui, mais avec Nina, Rosemary s'attend à tout. Thomas a mis au monde plus de 30 éléphantos dans sa carrière, mais celle-ci n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un cas unique. Je n'ai jamais vu ça chez les éléphants. Une éléphante, de nouveau enceinte, alors qu'elle a un bébé mort dans le ventre. Je pense qu'on va apprendre beaucoup si on arrive à faire naître avec succès l'éléphanto. Ce sera très utile pour l'étude des éléphants. À la fin de la journée, Rosemary met tout le monde dehors. Les pachydermes peuvent détecter une présence humaine de très loin. Nina doit être tranquille pour mettre bas. Le moindre dérangement peut la bloquer. Pour suivre les opérations, Rosemary a mis en place une surveillance vidéo. À tour de rôle, toute l'équipe se relaie pour surveiller Nina. En début de soirée, Fred, le soigneur de chez lui à 5 km du parc, ne quitte pas l'éléphante des yeux sur les 6 caméras de surveillance. Et donc là, on tourne avec toute l'équipe, tous les 3 heures, on se relie à observer Nina. Dans un autre bureau, à 300 mètres de l'éléphanterie, Rosemary et Thomas prennent le relais, épiant chaque mouvement de Nina, la moindre agitation qui serait signe de contraction. Un peu d'énergie. Ça va tout faire. Hein. C'est ça. Surtout le café. Dans notre métier, c'est important. Si les vétérinaires passent leur nuit devant des écrans, c'est parce que les éléphants, même en captivité, ont l'habitude d'enfanter la nuit. Plus de 80% des naissances se font en pleine nuit. À cause des prédateurs? Oui, exactement, à cause des prédateurs. Parce qu'un nouveau-né est un gros morceau de viande. Et dans la nature, en Asie, il y a des lions et des tigres. 4 heures de surveillance sans quitter l'écran des yeux, à scruter chaque rare mouvement de Nina. C'est une bonne émission. Oui, très passionnant. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de coupure pub. Et il y aura une fin heureuse? On espère, on espère. À 2 heures du matin, Thomas décide que ce n'est pas pour ce soir. La surveillance est levée, mais c'est sans compter sur la malice de Nina. Au petit matin, l'éléphante a réservé à tout le monde une surprise. Un tout petit éléphanto. Il s'appellera Tom. Elle a accouché en cachette, dans un recoin, à l'abri même du regard des caméras de surveillance. C'est vraiment une surprise. Et en plus, Nina est parfaite. Elle n'est pas agressive. Elle le protège bien. Elle fait tout parfaitement. C'est très bien, c'est super. Elle est calme et puis elle s'en occupe super bien. Enfin, elle a un très bon comportement. Donc ça, c'est déjà bien. Nina a pourtant un drôle de comportement. Elle gratte le sol à quelques centimètres de la tête de son bébé. Chacun retient son souffle.
Quand en fait elle envoie le sable comme ça, c'est parce qu'elle a mal et qu'elle veut pas taper dans le petit. Donc elle décharge en fait entre guillemets sa douleur sur le sable et pas sur le petit. Donc c'est très bien. Parce qu'il y a des mères comme ça qui tuent leur petit assez rapidement. Mais ce qui inquiète Rosemary, c'est l'éléphanteau. C'est bon pour toi? Il n'arrive pas à se lever. Normalement, il doit marcher 30 minutes après la naissance. Il fait beaucoup d'efforts et s'épuise. Il peut en mourir. Pour lui porter secours, il va falloir isoler Nina de son petit. Un soigneur est chargé de l'attirer dans une autre cage avec quelques fruits. Super, Salina. La voie est libre. Rosemary et Thomas essayent de relever l'éléphanteau. Sous le regard inquiet de sa mère. Mais ses membres sont trop mous. Il s'écroule. Pour l'instant, il n'est pas capable encore. Nina, elle s'agite. C'est rien, ma Ninou. C'est rien, ma belle. Doucement. Il faut masser l'éléphanteau pour réveiller ses muscles. Allez, madame, faut y aller. Ça y est. Oh, petit bonhomme. On va passer la tête. Nico, Ellie, tu peux venir vers l'avant. D'autres soigneurs sont appelés à la rescousse. Le corps à corps va durer plus de 2 heures. Allez, Loulou. Nina, tu fais pas grand-chose, hein. Ouais, c'est un vrai combat. Il a pas cette force, vu qu'il est trop lourd, il arrive pas à se porter tout seul, donc il faut vraiment qu'on le masse pour qu'il gagne en force. Violent, Et pour qu'il arrive à se tenir tout seul debout, parce qu'il est vraiment, vraiment gros. Finalement soutenu et escorté par les soigneurs, Tom va réussir à faire ses premiers pas. Dans la nature, il serait mort, dévoré par un prédateur. Il faut passer à la pesée, et c'est un gros bébé. Un, 2, 3. Ok. En tout cas, moi je lâche. Il va partir en arrière là. Il fait 154 kilos à peu près. C'est une belle bête. Là ça va, il se tient bien. Et de mieux en mieux. Il faut qu'il y arrive, quoi, parce qu'il va s'épuiser aussi au bout d'un moment. Donc, voilà. Et il faut qu'il arrive à téter en plus, donc il faut qu'il soit debout. Mission accomplie pour Rosemary. Nina rejoint son bébé. Il ne leur reste plus qu'à apprendre à se connaître. Une scène qui émeut toute l'équipe. Tu es rapide? Alors on vient de la remettre ensemble et puis du coup le petit est tombé, s'est relevé, donc c'est vraiment chouette. Et puis là Nina va vers lui, donc c'est bien. Il faut maintenant qu'il tète pour prendre de l'énergie, mais il sait qui est sa mère, donc c'est vraiment bien. Pas de traces de fœtus mort dans le placenta. Selon les derniers examens, il semblerait qu'il se soit momifié avec le temps dans le ventre de la mère. Pour sa première naissance, Rosemary a droit aux félicitations du directeur du parc. Nina jusqu'au bout, hein. Grosse surprise. Ouais, top. Grosse surprise, on n'a rien vu. Thomas, 2 heures, on s'est dit on va se coucher. Merci, hein. Bravo. Donc, Good job. Il est énorme. It's a big one. It's a big, yes. Your job is... Votre boulot est fini? Oui, j'ai un avion à 6 heures. Vous partez aujourd'hui? Oui, je pars pour Israël. J'ai rendez-vous avec quelques éléphants. Vous partez pour un autre éléphant? Oui, un autre éléphant. Rosemary doit maintenant veiller sur son nouveau pensionnaire. Et elle n'est pas au bout de ses inquiétudes.
Évidemment, il va falloir se concentrer sur le petit et espérer qu'il tète et qu'il trouve ce qu'il faut. C'est jamais fini. Non, c'est jamais fini. C'est ça. Le petit homme a mis du temps à apprendre à téter. Il a maigri, mais un mois après, il va bien. Ses sorties sont l'attraction du parc. Et peu soupçonne que derrière ce miracle se cachent la passion et le dévouement de plusieurs vétérinaires. Ces héros de l'urgence animale.